Akli. Salut Pablo, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va Pablo, très heureux de te retrouver. Hein. Eh ben, de même. Akli, tu es sénateur du Val-de-Marne, tu es apparenté écolo, enfin tu es dans le groupe écologiste au Sénat. Si je t'ai invité d'abord, c'est pour revenir sur les propos hier du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a tenu voilà, cette phrase qui quand même est relativement choquante. Il a dit « l'immigration n'est pas une chance ». Comment est-ce que toi, en tant que sénateur de gauche, tu as accueilli cette parole du ministre de l'Intérieur ? Bah, espérons que c'est une erreur de langage ou c'est l'exaltation de la fonction qui a fait ça. Parce que quand on dit que l'immigration n'est pas une chance, ça veut dire qu'on oublie tous ceux qui ont fait rayonner la France. Tous les enfants d'eux, et puis comme quand on regarde comment s'est composée la France, on voit bien quand même qu'on va voir beaucoup de gens enlevés, c'est-à-dire que et on oublie Edith Piaf, on en oublie d'autres, des boxeurs, on oublie par exemple, puisqu'on sort des Jeux Olympiques, qu'on aurait fait combien? La moitié moins de médailles, voire plus, parce que quand on prend l'immigration, on parle aussi de l'immigration européenne, des mouvements, de l'immigration sud-américaine, voilà, donc il faut parler de ça. Et donc, c'est important de le préciser. Ensuite, on le voit bien, hein, comment fonctionneraient nos hôpitaux. Les chercheurs, il y en a même qui se font décerner des prix à l'étranger, aux États-Unis, etc. Donc, à un moment donné, si effectivement on arrive à dire des choses comme ça, c'est que soit on n'est pas en phase avec sa société, soit qu'on a un problème d'instrumentalisation pour courir derrière les chimères du RN, et ça, ce serait plus inquiétant. Mais au fond, qu'est-ce que ça dit de l'état de la France, en fait? Le fait que, ok, c'est pas le parti qui a gagné les élections législatives en juillet dernier. Ça, tout le monde l'aura compris. Mais le fait que ce soit aujourd'hui lui qui donne notre ligne, il est quand même ministre aussi de l'immigration en tant que ministre de l'Intérieur, et le fait qu'il tienne ce genre de propos, qu'est-ce que ça dit de l'état de notre France? Est-ce que ça veut dire, bon bah finalement qu'il y a beaucoup de Français qui pensent comme lui, qu'on est en train de s'extrême droitiser? Enfin, comment est-ce que ce qu'a dit Bruno Retailleau, pour toi, ça résonne de ce qu'est l'état de la France? Là, tu dis, il est complètement déconnecté de la réalité de la France. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y a la réalité, voilà. La réalité, tu as raison, Pablo, de préciser. Il y a la réalité de ce que l'on sait, et il y a le fantasme. Par contre, il n'est pas déconnecté du fantasme qui est en train de se mettre en œuvre, aidé par certains médias qui ont créé les conditions de ce fantasme. Et en fait, quand on parle d'immigration, on pense tout de suite à l'islam, tout ce qu'on a diabolisé. C'est-à-dire, il y a toute une mécanique qui s'est mise en place, qui a créé une diabolisation d'une partie de la population. Mais c'est fantasmé. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est au fin fond je ne sais plus, par exemple, je prenais un patelin vers... je ne sais plus le nom, mais j'avais regardé, où il y avait vers Laval, ou plus loin par là-bas, et j'ai vu qu'effectivement, dans ce patelin, ça votait beaucoup Front National. Et qu'en réalité, j'ai regardé, mais le seul employeur, c'est la prison. Et donc, en fait, on se rend compte que les services publics ont disparu, et les gens n'ont pas beaucoup d'immigration, sauf qu'ils ont peur de ce débat sur l'invasion. Et ils se disent, on n'a déjà pas beaucoup de choses pour nous, ils vont prendre le peu qui nous reste. Donc, on est en train de leur faire croire qu'il y a une vague et qu'il y a ce débat sur le grand emplacement, quelque part. Donc, on est en train de donner des gages à une France fantasmée. Aujourd'hui, ceux qui vont dans les hôpitaux, aux urgences, se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir des médecins. Et ces médecins, ils viennent d'où? C'est ça la réalité. Moi, je ne vais pas chercher des grandes théories. Je vous parle de choses basiques. Quand on voit ceux qui lavent nos rues, quand on voit ceux qui s'occupent de nos anciens, qui vont nettoyer, ils viennent d'où? Donc si ce n'est pas une chance pour nos parents, si ce n'est pas une chance pour nos enfants, si ce n'est pas une chance dans nos hôpitaux, alors qu'est-ce que c'est? C'est ça la réalité. Mais vous avez raison Pablo, tu as raison, pardon, je sais qu'on se tutoie, tu as raison de dire que aujourd'hui, dans le fantasme, on est en train de s'extrême droitiser. Parce que le nini de Macron, c'est ça qui nous a conduit là. Parce qu'avant, il y avait une gauche, il y avait une droite. On était d'accord ou pas d'accord, mais il y avait des partis républicains qui avaient un débat, qui avaient des visions de société. Aujourd'hui, nous sommes dans le populisme. Et dans le populisme, on active les fantasmes. Et plus c'est gros, plus c'est fantasmé, plus on spécule. Et c'est ça le risque. Aujourd'hui, vous avez, même dans les plateaux, où sont les grands intellectuels de gauche qui venaient porter une voix? Aujourd'hui, c'est uniforme. Il y a une uniformisation, y compris médiatique. Et Pablo, tu es bien placé pour le savoir. Tu y es déjà, tu essayes de faire ce travail, d'ailleurs, avec courage parfois, de poser la contradiction, de réinterroger les gens. Mais aujourd'hui, plus personne ne se réinterroge. Il n'y a plus ce travail intellectuel. Les gars de Morin, à l'époque, il y en avait d'autres. Les personnalités
public qui venait dire « Attendez, on ne peut pas dire ça ». Aujourd'hui, les gens déroulent un récit sans que personne ne les réinterroge. C'est ça le danger. Et c'est pour ça que cette fantasmagorie collective est en marche. Dans le genre fantasme, hier sur LCI, Bruno Retailleau, donc ministre de l'Intérieur, je le rappelle, a aussi remis en question ou dit qu'il voulait revenir sur les accords franco-algériens de 1968 qui comprenaient notamment l'arrêt de la libre circulation des Algériens et des Français. Comment est-ce que toi, tu as accueilli cette proposition, cette direction qu'il entend donner à son gouvernement de revenir sur les accords de 68 entre la France et l'Algérie? Alors on continue dans le fantasme, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'Algérie fantasmée. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de l'Algérie, on attise toutes les peurs, l'histoire remonte, le mauvais côté de l'histoire, parce qu'il y a quand même le bon côté aussi de ceux qui reconnaissent que la colonisation n'a jamais été bonne, etc. Et donc, aujourd'hui, quand on dit ça, ça veut dire qu'on revient aux accords d'Évian. Mais les accords d'Évian, c'est la libre circulation. Aujourd'hui, il faut savoir que les Algériens ont plus de mal à avoir un visa que les autres, que les étudiants algériens ont le droit de moins travailler, qu'il faut une déclaration spécifique, donc ils sont moins souvent embauchés parce que c'est le parcours du combattant, même pour les étudiants algériens. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont aussi dans le fantasme, c'est-à-dire que ces accords ne sont pas appliqués. D'ailleurs, il y a eu des directives qui ont été prises il n'y a pas si longtemps, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de parler des Algériens parce qu'ils pensaient que c'était effectif, et donc ils ont rajouté, et aussi pour les ressortissants d'origine algérienne, parce qu'en fait, rien n'est effectif, en fait. Et donc aujourd'hui, je le dis, on continue dans ce fantasme. En fait, aujourd'hui, il faut désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est l'Algérie, par rapport à l'histoire. Donc c'est des clichés qui sont faciles, mais qui contribuent au fantasme, mais qui n'apaisent rien. Alors qu'aujourd'hui, on doit tourner. En fait, en réalité, aujourd'hui, comme on l'a fait avec l'Allemagne, il a fallu construire l'Europe et apaiser. Aujourd'hui, l'intérêt de la France et l'intérêt des Français, comme les intérêts des Algériens, c'est qu'il y a un axe Paris-Alger qui fonctionne et qui construise la Méditerranée, comme l'a fait l'axe Paris-Berlin pour construire, aussi douloureux le passé soit-il. Mais ça, les gens ne le voient pas. Et si on veut un levier économique vers l'Afrique, et si on veut une passerelle, et si on veut être en capacité de relancer notre économie et de peser là où on est en train de perdre pied, mais je pense qu'on en parlera beaucoup plus tard, parce que sur la francophonie et la diaspora, donc il ne sont pas de levier, il faut créer cet axe Paris-Alger. En fait, tout le monde le dit, tous les économistes, les gens un peu plus mutés, savent que l'axe Paris-Alger est un axe nécessaire. Eh bien, on va à contre-courant de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ne défend pas les intérêts des Français, on défend juste une part de marché électoral, et donc on est dans le mensonge et dans le fantasme, et ce qui veut nous conduire à la France au bord du précipice. Alors justement, tu es un sénateur de gauche, tu appartiens à cette grande famille de la gauche et des écologistes. C'est quoi le plan, c'est quoi la stratégie que tu envisages pour contrecarrer justement tout ce que tu dénonces là et qui sont portés par Bruno Retailleau en particulier, mais aussi, j'imagine, par le Premier ministre Michel Barnier? Alors moi, ce que je propose effectivement, et ce que je pense qui est important, c'est qu'on arrête d'essayer de jouer les hégémoniques à gauche. Que tous les partis arrêtent de croire que c'est leur ligne qui va s'appliquer. Quand on est la gauche, d'ailleurs tout ce qui est de gauche ne doit pas nous être étranger. D'abord, il faut rassembler d'autres camps et élargir, si on veut avoir une majorité. Et donc, ça ne peut pas être la ligne de LFI, ou la ligne du PS, ou la ligne des écolos, ou la ligne du PC, ou la ligne de tel ou tel. C'est un travail collectif. C'est effectivement, à un moment donné, c'est pas de la compromission, c'est des compromis. Et nous, ce qu'on voudrait à gauche, c'est aussi entraîner avec nous les ONG, les syndicats. Donc il va falloir qu'on soit à l'écoute et qu'on arrête de croire que chacun a la vérité et que chacun veut être le guide suprême de la gauche. Le guide suprême de la gauche, il sortira en fonction du programme et du projet qu'on portera. Et je crois que nous serions bien inspirés de travailler sur le fond et de réinterroger nos fondamentaux pour que justement nous puissions proposer avec les forces vives de la nation, parce que c'est aussi ça le travail. Bon, ça a été galvaudé la social-démocratie, mais la réalité en réalité de la social-démocratie, c'est d'associer toutes les forces vives, syndicales, associatives, etc. C'est ça la vraie social-démocratie, c'est pas d'être plus à droite, c'est d'associer comme ça, et donc de revenir à ça, et de dire, parce qu'aujourd'hui, quand je vois certains se revendiquer de Jaurès, moi je pense qu'aujourd'hui Jaurès aurait été dans le nouveau Front populaire. Il en aurait été un des leaders. Parce que ça correspond à sa ligne politique. Quand on regarde son histoire, son opposition à la guerre, etc., comme nous le faisons aujourd'hui par rapport à la Palestine, au Liban et en Ukraine, etc., notre opposition, parce que nous sommes des pacifistes, nous sommes des gens qui avons, depuis la Seconde Guerre mondiale,
construit des règles pour justement ne pas sombrer dans la barbarie, dans le terrorisme, dans la haine de l'autre et dans la division. C'est ce travail que faisait Jaurès. C'est ce qu'apportait, c'est ce qui lui a valu d'être assassiné, puisqu'il était contre, il aurait pu éviter cette guerre justement. Eh bien, nous devons nous inscrire là-dessus. Et nous devons aussi arrêter d'être dans nos égos et nos nombrils. Nous devons prendre de la hauteur. Les Français ont besoin de cette hauteur. Et bien sûr, ce ne sera pas tout à fait le programme de tel ou tel, mais en tous les cas, il faut que ça corresponde aux aspirations. C'est ce que nous demande la population, c'est ce que nous demandent les syndicats. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que certains s'enferment dans des guerres de chapelle en voulant, sur leur hégémonie, en voulant être le leader de la gauche. Le leader de la gauche, c'est la France, c'est les Français. Le discours que tu portes, auquel je souscris totalement, ça fait longtemps qu'il aurait dû être appliqué. Je veux dire, déjà au moment de la NUPES, la création de la NUPES en 2022, et pendant les 2 ans de le vivotage, on va dire, de cet accord électoral, on aurait pu se dire, bon, bah en fait, c'est ça qu'il aurait dû faire. Qu'il aurait fallu faire. Or, c'est pas ça qui est advenu. Il s'est pas passé ça. Les différentes chapelles que tu as citées tout à l'heure ont passé leur temps à se mettre les uns sur les autres, à s'envoyer des piques, des agressions, etc. Comment concrètement, toi, en tant que sénateur, hein, où je rappelle, il n'y a pas toutes les composantes au Sénat. Il n'y a pas toutes les composantes du nouveau Front Populaire. Au Sénat, il n'y a notamment pas les Insoumis. Mais comment est-ce que tu comptes faire pour amener tes amis écolos, tes amis socialistes, hein, je rappelle que tu as longtemps fait partie du Parti socialiste, à travailler en fait dans cette direction commune. J'ai écouté hier, il y avait Carole Delga qui avait réuni Abraham, ouais. Voilà, elle avait fait tout un raout dans le sud-ouest. J'ai écouté ce qu'on dit les uns les autres. Ils paraissaient pas tellement être pour une gauche unie, hein. Ça tapait beaucoup sur Jean-Luc Mélenchon. Certains l'excluaient du champ de la gauche, ce que tu n'as pas fait toi dans ta réponse précédente. Mais est-ce que tu vas essayer de parler à ses amis socialistes et leur dire non les gars, là vous faites fausse route, on peut pas exclure Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise de la gauche? Oui, moi on l'a déjà fait. Déjà nous en 2018 dans le congrès du PS, parce que tu dis que j'y étais, effectivement avec certains on a porté dans l'autre courant, on a porté cette idée de l'union de la gauche à l'époque, y compris avec les Insoumis, quand c'était pas porteur. Je parle de 2018. Parce que je crois que moi j'ai toujours dit que tout ce qui était de gauche ne pouvait pas m'être étranger. Et donc aujourd'hui, vouloir exclure avant pour essayer d'intégrer je ne sais qui, c'est-à-dire que les gens parlent de plan B qu'ils n'ont pas. En fait, ils veulent nous vendre des chimères. Et je leur dis de prendre un peu de hauteur. Et que leurs rancœurs, il faut les mettre dans la poche. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas obligé de m'entendre avec tout le monde. Il y a des gens que j'apprécie, des gens que j'apprécie moins, mais ça ne m'empêche pas de construire. Moi, j'ai travaillé dans les unions municipales. Donc, je n'étais pas toujours d'accord avec les gens. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui nous portait? L'intérêt de la population, l'intérêt des Français. Donc, effectivement, j'entends ce que tu dis. Et je trouve que là aussi, les Insoumis ont commis des erreurs. Parce qu'il ne s'agit pas non plus. Mélenchon en 2017, il aurait pu être le leader incontesté. Pour ça, il fallait faire de la place aux autres. Et ça, c'est toujours difficile. Mais ça, c'est parce qu'on a gardé des logiques d'appareil. Il faut sortir des logiques d'appareil. On ne peut plus rester dans les logiques d'appareil en pensant qu'en étant hégémonique, on va écraser les autres. On ne fera rien contre les autres. On fera avec les autres, pas contre. Et je ne comprends pas que pardon, les mêmes qui ont ce discours avec les Français ne l'appliquent pas dans leurs écuries. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent on ne peut pas faire sans les Français. C'est le discours de toute la gauche. Vous les prenez tous, y compris de Carole Delga et d'autres. On ne peut pas faire sans les Français puisqu'on fait pour eux. Ouais, donc on ne peut pas faire contre eux. Si on fait sans eux, c'est qu'on fait contre eux. Donc à un moment donné, les partis sont au service des Français ou au service de leur propre truc? C'est ce qu'il faut réinterroger. Moi, je n'ai pas la réponse, je suis qu'un petit sénateur, comme vous l'avez dit. En tous les cas, dans ma famille écologiste, et là, je voudrais saluer, Marine, elle a fait le travail. Si Marine Tondelier n'avait pas été là, je pense qu'elle était la bonne personne au bon moment pour permettre ce ciment. Parce que si elle n'avait pas été là, je pense qu'on n'avait pas eu ce ciment. Et donc aujourd'hui, la question, c'est, il faut élargir, il faut que chacun pense que ce ne sera pas son programme, ce sera un programme commun. Et ça, je ne veux pas dire ça parce que les communistes, ça les énerverait, ça leur rappellerait leur histoire avec Mitterrand, mais en tous les cas, un programme, un contrat social qu'on va passer avec les Français. Et on va travailler avec les centrales, les Français, pour sortir de notre errance d'appareil, pardon. Il faut aussi travailler avec les syndicats, se tourner vers les ONG. Peut-être que les associations vont être un des éléments déclencheurs pour nous rappeler à la réalité. J'ai une dernière question à qui, c'est la question de la présidentielle.
parce que dans le cadre de cette querelle d'ego, il y a comme horizon l'élection présidentielle de 2027 ou peut-être plus tôt. Chacun est en train de se positionner. On voit que Jean-Luc Mélenchon, il veut y aller, hein, et les Insoumis le répètent à l'envi. D'un autre côté, il y en a qui proposent des primaires ou je ne sais quoi. Toi, c'est quoi ta position par rapport à tout ça? Tu penses que c'est pas le moment d'en discuter, mais en même temps, c'est dans pas très longtemps. Tu penses qu'il faut une primaire? Tu penses qu'il faut se ranger à Mélenchon? Moi, je pense qu'il faut, effectivement, il faut en discuter, mais comme je le dis avant, en cohérence, je pense que la question de la personne se discutera une fois qu'on aura travaillé ce contrat social. Je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, que Mélenchon veuille y aller, que tout le monde veuille y aller, c'est bien, vaut mieux avoir pléthore de candidats, pléthore de possibilités. Mais pourquoi pas un autre candidat qui viendrait mettre tout le monde d'accord parce qu'il serait pas le plus petit dénominateur commun, comme on fait souvent, mais le plus grand dénominateur parce qu'il porterait aussi les syndicats, il porterait le tissu. Et c'est possible aussi de le croire. Moi, je pense que Mélenchon veut y aller aujourd'hui, il faut qu'il l'affirme. Que Olivier Faure veut y aller, qu'il l'affirme. Que Marine Tondelier veuille y aller, c'est pas le cas, mais elle doit l'affirmer, elle doit dire qu'elle est candidate potentielle. Que Yannick Jadot veuille y aller, c'est légitime. Moi, je pense, je leur dis tous, vous êtes tous légitimes à y aller. Mais sur quel projet? Avec quel contrat social? Parce que c'est la France que vous devez fédérer. C'est pas vos égos ou votre parti ou votre appareil, parce que ça ne suffira pas. On le voit bien déjà, le résultat électoral ne suffit pas, même si on est devant, parce qu'il y en a qui disent qu'on a perdu, tout le monde a perdu. Nous, on a moins perdu que les autres, en fait, hein, si on parlait de ça. Ou alors, on a plus gagné que les autres, si on parle de gains. Mais on ne veut pas nous le reconnaître. Et on nous dit, mais ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas eux de décider. Vous voyez comme quoi on parle à la place des autres. Donc moi, je dis, allons vers ce contrat social, discutons avec les forces vives, et effectivement, celui qui sera dans la mesure de s'imposer sur ce contrat social, pas sur sa politique à lui, ou sur sa vision, eh bien il ira. Et puis, moi, vous savez, j'ai rien contre personne, mais je me dis, moi pas même, on m'aurait dit, Akli, est-ce que tu veux être candidat ? Maintenant que j'ai un âge avancé, je pense qu'il faut, moi je ne suis pas dans le jeunisme non plus, mais je pense qu'il faut renouveler aussi la classe politique, et ça peut nous sauver. Le renouvellement, parfois, peut amener des gens qui ont un autre regard et une autre façon et qui savent travailler entre eux. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. Pas à être côte à côte comme on le fait là parce qu'on a des intérêts à défendre, mais à travailler réellement ensemble et à partager ensemble et à se respecter. Parce que c'est la règle et la base aussi, c'est la confiance. Tant qu'on n'aura pas créé de la confiance entre les différents acteurs de la gauche, y compris la société française et les syndicats, on aura du mal à avoir l'adhésion. Merci beaucoup Akli, du coup au boulot. Merci, merci Pablo et merci en tous les cas et permets-moi de saluer ton travail courageux que tu fais parce que les gens peut-être ne le voient pas de l'extérieur, je sais que ça va te truc, mais moi je suis tes interventions et sur des plateaux comme BFM, c'est pas facile de porter une autre voix et tu le fais et je voudrais te remercier, dommage qu'on n'ait pas plus de journalistes. Je te remercie, ciao ciao. Ciao ciao.